Une jeune apprenante captivée par l'attrait d'une fortune express s'engage dans un groupe ésotérique secret. Après avoir claqué 5 millions de francs en une seule journée pour éblouir son entourage, elle s'immerge dans un univers de splendeur et de mirages. Mais quand ses proches démasquent son mystérieux engagement, elle se retrouve isolée, tourmentée par son serment funeste. Elle découvre à ses dépens que la manne facile ronge bien plus qu'elle n'élève, une fable émouvante destinée à sensibiliser la génération actuelle. Amélie, une jeune étudiante pleine d'ambition, se distinguait par sa farouche volonté de triompher dans ses cours. Issue d'un foyer aux moyens limités, elle aspirait à un horizon radieux et convoité, où l'abondance serait son lot quotidien, sans jamais craindre le manque. Pourtant, la contrainte ambiante et l'aspiration à s'intégrer au sein de ses condisciples, originaires de sphères plus fortunées, se mirent à l'ébranler profondément. Elle les observait exhiber des outfits onéreux, filer au volant de bolides opulents et mener une existence qu'elle n'osait que contempler dans ses rêves les plus fous. Un après-midi, en scrollant distraitement sur les plateformes numériques, elle atterrit sur une communauté énigmatique qui exalte les vertus d'une opulence infinie. Piquée par la curiosité et rongée par l'urgence de métamorphoser son quotidien, elle consentit à un rendez-vous avec l'un de ses adeptes. Il s'agissait d'une dame raffinée prénommée Clara, qui lui dépeignit un réseau clandestin doté de pouvoirs surnaturels pour octroyer fortune et autorité, moyennant une modeste allégeance. Initialement dubitative, Amélie se laissa envoûter par ses visions enivrantes. Clara lui détailla que l'adhésion à cette confrérie impliquait de conclure un accord avec une force primordiale, laquelle exaucerait tous ses vœux les plus secrets. Égarée par sa soif de succès, la demoiselle acquiesça sans creuser davantage les implications. La cérémonie se révéla élémentaire mais profondément glaçante, une bougie d'ébène, des formules archaïques et une proclamation de fidélité absolue. À peine une semaine plus tard, Amélie avisa un pactole astronomique de 5 millions de francs crédités de manière inexplicable sur un relevé bancaire qu'on lui avait sommé d'établir. Son euphorie défiait toute description, elle s'imaginait déjà transfigurée, prête à fasciner ses pairs et à trôner sous les feux de la rampe. Mais un voile d'inquiétude voilait déjà l'horizon. Clara, dans un souffle à peine audible, lui avait glissé un avertissement qu'elle avait à peine enregistré. Garde en mémoire que ce que l'ombre octroie, elle le ravit inévitablement. Amélie s'élançait désormais sur une trajectoire irréversible, ignorant les tributs qu'elle devrait verser. Dotée de ses 5 millions de francs, Amélie opéra une mue spectaculaire en l'espace d'une matinée. Elle s'adonna à des folies consuméristes, robes de couturier renommées, sacs iconiques des maisons de haute voltige, parures scintillantes qui captaient la lumière comme des étoiles captives. Elle bloqua une chambre somptueuse dans le palace le plus illustre de la métropole, l'offrant à elle et à son cercle proche pour leur offrir un avant-goût d'un art de vivre inédit. Sur le campus, elle devint l'épicentre des murmures. Ceux qui l'avaient snobée naguère quémandaient désormais sa proximité, tandis que ses compères de toujours la couvaient d'un mélange d'émerveillement et de convoitise. Elle réglait leurs festins dans les bistrots les plus courus, les entraînait dans les alcôves réservées des clubs nocturnes branchés, et semait des coupures généreuses comme si elles n'avaient aucune valeur. Mais Amélie ne s'en tenait pas à ses gestes, elle affrétait des domaines grandioses pour des réceptions somptueuses, cernée par son noyau intime et une flopée de nouveaux alliés attirés par sa prodigalité fulgurante. Ces instants de triomphe fugace gonflaient son âme d'une joie volatile. Pour elle, c'était l'avènement d'une souveraine. Enfin, elle détenait ce qu'elle avait en convoité ou le rayonnement, l'estime et l'ascendant. Toutefois, sous cette façade idyllique, des fissures se dessinaient. Clara, son initiatrice dans cet abîme, surgit lors d'une de ses bacchanales. Elle l'entraîna à l'écart, à l'abri des regards, et planta son regard acéré dans le sien pour lui rappeler que cette manne n'était pas un don gratuit. À présent, tu dois amorcer le recrutement d'âmes fraîches pour notre ordre, sous risque de voir tes bienfaits s'évaporer, articula-t-elle d'une voix sourde. Amélie, d'abord réticente, saisit vite que c'était le pivot de son serment. Convaincre son entourage s'avéra une gageure herculéenne. Elle insinua avec finesse l'idée d'un club sélect qui leur prodiguerait les mêmes délices qu'à elle. Pour les appâter, elle accentua sa munificence, chronomètre précieux aux aiguilles d'or, pliure de billets substantiels glissés en douce. Néanmoins, aucune ne mordait vraiment à l'hameçon, se contentant de savourer les offrandes sans creuser plus avant. Les premiers signaux d'alarme se mirent à pulser. Amélie se sentait graduellement asphyxiée. Chaque soir, des visions cauchemardesques l'assaillaient, ou des silhouettes hostiles l'enserraient dans leurs griffes. Elle émergeait en nage, le poids affolé, fuyant un repos qui lui échappait. Le glamour et l'applaudissement s'estompaient inexorablement, mais Amélie s'obstinait à nier l'évidence. Elle veillait jalousement à son vernis de perles rares et prospères. Pourtant, un gouffre intangible s'élargissait entre elle et ses proches, elle virait à la suspicion, s'isolant de plus en plus, comme si un pressentiment funeste rampait sous cette opulence. Son engagement prenait un poids écrasant, quoiqu'elle n'en saisisse pas encore l'ampleur. Le faste qui l'enveloppait masquait les liens impalpables qui la rivetaient à un sort de plus en plus ténébreux. Amélie, encore grisée par son existence réinventée,
persistait à parader sa fortune devant son cercle, mais elle décelait de plus en plus leur retrait. Ces excès qui jadis provoquaient extase et rancune se chargeaient d'une lourdeur inexplicable. Ses compères n'affichaient plus cette ferveur d'antan, certaines déclinaient même les invitations in extremis. Un matin pluvieux, elle convia ses deux confidentes les plus fidèles, Sarah et Léa, dans un manoir enchanteur qu'elle avait réservé pour l'échappée du week-end. Tout y était irréprochable, bassin infini miroitant sous le soleil, bulles de champagne effervescentes, et un agencement fastueux qui coupait le souffle. Pourtant, l'atmosphère différait subtilement, comme imprégnée d'une brume intangible. Léa, la plus perspicace, hasarda une interrogation qui ébranla Amélie au vif. « Amélie, on t'apprécie sincèrement, mais cette avalanche d'argent, d'où ça sort ? Tu n'étais pas ainsi jadis. » Prise de court, Amélie esquiva d'un gloussement forcé, brodant une fable embrouillée sur un legs surprise et des placements fructueux. Ses amies paraissaient dubitatives, leur sourire crispé trahissant un doute latent. Plus tard, profitant d'une absence fugace d'Amélie, Sarah et Léa osèrent une fouille discrète de ses effets. Elles dénichèrent un cahier sombre, orné de glyphes ésotériques indéchiffrables. À l'intérieur, des directives codées pour des cérémonies interdites et une énumération de prénoms, incluant les leurs. Sidérées, elles saisirent l'ampleur d'un complot sinistre. Elles reposèrent l'artefact en catimini, sans un mot, mais leur attitude bascula du tout au tout. Dès l'aube suivante, elles invoquèrent un motif fallacieux pour abréger le séjour et filer sans un au revoir. Amélie, quoique déconcertée, s'efforça de rationaliser cela comme un simple quiproquo. Hélas, la spirale s'accélérait. Ses songes viraient à l'agonie. Chaque nuit, des formes obscures la traquaient, réclamant un tribut obscur qu'elle peinait à appréhender. Par instants, elle jaillissait en cris, et des froissements surnaturels semblaient émaner des recoins de sa suite. Une soirée, isolée dans les ténèbres, Clara se matérialisa sans crier gare. L'élégance d'autrefois avait déserté, son teint blafard, ses prunelles éteintes, et sa diction comme un souffle spectral. « Tu as failli à ton vœu, Amélie. Le serment requiert des recrues inédites, sinon, les représailles seront impitoyables. » Affolée, Amélie jura de redoubler d'efforts pour enrôler ses intimes, mais au tréfonds d'elle, elle devinait l'impossibilité. Sarah et Léa s'étaient déjà évanouies dans l'ombre. L'après-midi même, elle harcela leurs lignes, mais les sonneries et les missives demeurèrent lettres mortes. Insidieusement, les autres du groupe l'imitèrent, se retranchant sans motif tangible. Amélie se vit ainsi esselée, n'ayant pour société que les spectres qui la talonnaient au creux des nuits. Elle entrevit alors que ce serment, qui lui avait susurré un paradis, la précipitait vers un enfer sans issue visible. Amélie se muait en recluse, les échanges enjoués de son entourage s'étaient tus. Nul ne daignait plus l'escorter dans ses virées somptuaires. Elle s'acharnait à ressusciter l'illusion en multipliant les acquisitions frénétiques, mais le néant l'enserrait comme un étau. Chaque crépuscule, elle regagnait son vaste logis locatif, qui muait en crypte glacée et étouffante. Les parois paraissaient se refermer, et le mutisme n'était rompu que par des chuchotements qu'elle seule percevait. Pas feutrés, gloussements discordants, et parfois une intonation caverneuse scandant « Tu devras acquitter la dette ». Son repos se muait en tourment absolu, les visions nocturnes, récurrentes, grouillaient de monstres difformes qui l'encerclaient, exigeant qu'elle honore son engagement. Certaines aubes, elle s'éveillait marquée de stigmates indéfinissables sur les avant-bras, comme agrippée par des serres invisibles durant son sommeil. Pour pallier sa détresse, elle courtisa d'autres apprentis, mais une méfiance instinctive les tenait à distance. Dans les allées de l'institut, on jasait de ses largesses pharaoniques, de ses tenues excentriques et des querelles qu'il avait opposées à ses ex-confidentes. Les commérages enflaient comme une marée. Un midi frisquet, Amélie fut mandée par la direction académique. Le responsable, d'un timbre cassant, l'informa, « Des plaintes nous sont parvenues concernant des rassemblements non autorisés au relent suspect. Ajoutez à cela vos coupures répétées et votre dégringolade scolaire, c'est intenable. Nous vous excluons, Amélie. » Son univers s'écroula, renoncé à ses études, son seul fil d'Ariane vers un futur serein, fut un uppercut impitoyable. Elle quitta le bureau en sanglots, anéantie. Tandis qu'elle foulait pour la dernière fois les sentiers du campus, elle aperçut Sarah et Léa à l'horizon. Leurs yeux se croisèrent, mais elles détournèrent le visage, sans un signe, sans une once de pitié. Amélie regagna son antre, noyée dans un océan de détresse. Elle se noya dans un nectar capiteux qu'elle avait thésaurisé pour une fête fantôme. Dans les ombres du séjour, elle balbutia à voix haute, « Pourquoi m'avez-vous infligé cela ? J'ai tout immolé pour cette existence. » La réplique fusa, glaciale et inexorable, d'une source impalpable, « Car tu as imploré ce que l'abîme dispense, il le confisque toujours. » Amélie, secouée de frissons, comprit qu'elle n'était plus maîtresse de son sort. L'opulence qu'elle croyait dompter s'était muée en cachot, les mirages de plénitude et de prestige viraient à des arriérés insurmontables. Cette nuit-là, le sommeil la fuit,
des contours sombres se dessinaient au mur de sa chambre, et des ricanements railleurs vibraient à ses tympans. Elle affrontait désormais l'immensité de ses décisions et les obscurités qui rampaient vers elle, jour après jour, un peu plus près. Amélie, désormais seule avec ses remords, voyait son existence basculer dans un gouffre insondable. Les messages vibrants de ses amis s'étaient éteints, remplacés par un silence oppressant qui résonnait dans son appartement cossu, devenu une cage dorée. Chaque soir, elle regagnait ce lieu qui, malgré ses lustres scintillants et ses meubles d'apparat, exsudait une froideur sinistre. Les murs, jadis symboles de sa gloire éphémère, semblaient se resserrer, et des murmures insidieux brisaient le calme, des pas furtifs, des rires étouffés, et parfois une voix gutturale qui répétait, comme un écho malveillant, « Tu devras payer ». Ces nuits se muaient en un calvaire incessant. Les cauchemars, loin de s'apaiser, s'intensifiaient, peuplés de créatures aux contours tortueux qui l'encerclaient, leurs yeux luisants exigeant qu'elle honore sa promesse. Certaines aurores, elle s'éveillait avec des marques étranges sur sa peau aux griffures légères, comme si des doigts immatériels l'avaient saisie dans son sommeil. Pour combler le vide, Amélie tenta de tisser des liens avec d'autres étudiants, mais une aura de méfiance semblait l'envelopper. On chuchotait dans les couloirs de l'université, où les rumeurs sur ses dépenses faramineuses, ses comportements énigmatiques et ses querelles avec ses anciens proches enflaient comme une tempête. Un jour, alors qu'elle errait sur le campus, cherchant désespérément un semblant de normalité, elle fut convoquée par l'administration. Le directeur, un homme au regard sévère, l'accueillit dans son bureau. « Amélie, nous avons reçu des signalements troublants. Vos soirées tapageuses, vos agissements douteux, et surtout, vos absences répétées couplées à une chute drastique de vos résultats académiques sont inacceptables, déclara-t-il d'un ton sans appel. Nous n'avons d'autre choix que de vous exclure de l'établissement. » Ces mots frappèrent Amélie comme une lame. Ses études, son unique boussole vers un avenir stable, venaient de lui être arrachées. Elle quitta la pièce en larmes, le cœur brisé, traversant le campus pour la dernière fois. Au loin, elle aperçut Sarah et Léa, leurs regards se croisèrent brièvement, mais elles détournèrent la tête, l'abandonnant à son sort sans un mot. De retour dans son appartement, Amélie s'effondra sur un divan hors de prix, entourée d'objets luxueux qui n'avaient plus de sens. Elle déboucha une bouteille de vin millésimé, achetée pour une soirée qui ne verrait jamais le jour, et sombra dans une ivresse amère. Dans la pénombre, elle murmura, la voix brisée, « Pourquoi m'avez-vous fait ça? J'ai tout donné pour cette vie. » Une réponse, froide et tranchante, jaillit de nulle part, « Parce que tu as réclamé ce que les ténèbres offrent, et elles reprennent toujours leur dû. » Tremblante, Amélie sentit une vague de terreur l'envahir. Le luxe, qu'elle avait cru dompter, s'était mué en une prison aux chaînes invisibles. Les jours suivants, son isolement s'aggrava. Elle tenta de maintenir l'illusion en multipliant les achats compulsifs, une montre incrustée de diamants, une robe de soirée qu'elle ne porterait jamais, mais rien ne comblait le vide. Les murmures nocturnes s'amplifiaient, accompagnés de bruits de pas qui semblaient errer dans les couloirs de son logement. Une nuit, alors qu'elle fixait le plafond, incapable de fermer l'œil, une silhouette indistincte se dessina dans un coin de la pièce. Elle n'avait ni visage ni forme précise, mais sa présence pesait comme un étau sur sa poitrine. « Tu as juré » siffla une voix désincarnée. « Trouve des âmes, ou c'est la tienne que nous prendrons. » Désespérée, Amélie tenta de renouer contact avec Clara, espérant des réponses ou une échappatoire. Elle retrouva l'adresse où elle s'était rencontrée pour la première fois, un lieu qu'elle avait cru être un salon discret. À sa stupeur, elle découvrit un immeuble délabré, ses fenêtres brisées et ses murs couverts de graffitis délavés. Aucun signe de Clara, ni du cercle mystérieux. Le désespoir la submergea. Elle se remémora les paroles de Clara sur les sacrifices nécessaires pour préserver les bienfaits du pacte. Une pensée glaçante s'insinua, que devrait-elle offrir pour apaiser ses forces? Faire du mal à autrui lui était inconcevable, mais la peur de ce qui l'attendait la paralysait. Dans un sursaut de lucidité, Amélie se tourna vers une autre voie. Elle se rappela un vieux prêtre de son quartier, le père Thomas, connu pour son aide aux âmes perdues. Vêtue sobrement, loin de ses atours habituels, elle poussa la porte d'une petite église. L'atmosphère paisible du lieu contrastait avec le tumulte qui ravageait son esprit. Le père Thomas, un homme âgé au regard bienveillant, l'invita à s'asseoir et l'écouta sans l'interrompre tandis qu'elle déversait son histoire remettant, par honte, les détails des rituels occultes. Lorsqu'elle eut fini, il posa une main rassurante sur la sienne. « Ma fille, ce que tu affrontes dépasse les forces humaines, mais aucune chaîne n'est trop lourde pour être brisée par la lumière. La rédemption exigera une foi inébranlable et un repentir sincère. » Il lui tendit une petite croix bénie, lui conseillant de prier avec ferveur et de jeûner pour purifier son âme, tout en résistant à l'appel des ténèbres. Amélie, accrochée à cet espoir fragile, quitta l'église avec une lueur d'espérance. Mais le chemin du salut s'avéra semé d'embûches. Chaque fois qu'elle s'agenouillait pour prier,
des objets dans son appartement se mettaient à trembler, une lampe vacillait, un miroir se fissurait. Des rires stridents éclataient dans l'obscurité, et une nuit, une forme colossale se dressa au pied de son lit. Ses contours flous et son aura terrifiante firent vaciller Amélie. « Tu penses pouvoir t'échapper ?» gronda la créature. « Tu nous appartiens. » Dans un réflexe désespéré, Amélie brandit la croix du père Thomas, la serrant contre son cœur. À sa surprise, l'entité recula, hurlant comme si une flamme invisible la consumait, avant de s'évanouir. Pour la première fois, Amélie sentit une étincelle de pouvoir sur son destin. Mais les assauts redoublèrent de violence. Clara réapparut dans ses rêves, son visage tordu en un masque grotesque, vociférant « Recrute, ou tu paieras le prix ultime ». Amélie comprit que la prière seule ne suffirait pas. Elle devait trouver un moyen de rompre ce pacte maudit, mais le chemin restait obscur, et les ténèbres semblaient déterminées à ne pas lâcher leur proie. Amélie savait désormais que l'inaction signerait son arrêt de mort. Le pacte qu'elle avait scellé avec ses forces insidieuses devait être annihilé, mais elle ignorait par où commencer. Les paroles du père Thomas sur la foi et le repentir résonnaient encore, mais face à la fureur des entités qui la traquaient, ces mots semblaient bien fragiles. Déterminée à ne pas céder, elle retourna à l'église, le carnet noir serré contre sa poitrine, cet objet maudit qu'elle avait dissimulé pendant des mois. Tremblante, elle le posa sur la table du prêtre et murmura, la voix brisée, « Tout a débuté avec ceci. Je ne comprends pas ce que ces symboles signifient, mais ils m'ont entraîné dans cet enfer. » Le père Thomas feuilleta le carnet, son visage s'assombrissant à chaque page. Les inscriptions, mêlées de glyphes tordus et de formules ésotériques, semblaient vibrer d'une énergie malsaine. Ce carnet est une porte vers les abysses, un outil forgé pour enchaîner ceux qui s'y aventurent, déclara-t-il gravement. Mais même le plus sombre des pactes a une faille. Pour le briser, il faudra un rituel d'exorcisme, une confession sincère de tes actes, et un repentir absolu. Cela exigera un courage que tu n'as peut-être pas encore mesuré, Amélie. La peur étreignit Amélie. Les récits d'exorcisme qu'elle avait entendus étaient terrifiants, mais elle n'avait plus d'échappatoire. Elle hocha la tête, acceptant la voie périlleuse qui s'ouvrait devant elle. Le prêtre rassembla des objets sacrés, de l'eau bénite, des cierges consacrés, et des prières tirées de textes anciens qu'il réciterait durant la cérémonie. Amélie, quant à elle, devait se préparer par un jeûne rigoureux de 3 jours, accompagné d'une discipline de prières incessantes. Ces 3 jours devinrent une épreuve titanesque. Les entités, sentant leur emprise menacée, déchaînèrent leur colère. Des visions d'horreur assaillaient Amélie, des corps disloqués, des ombres aux griffes acérées, et des murmures qui lui promettaient l'échec. Chaque nuit, elle luttait pour ne pas sombrer, agrippée à la petite croix que le prêtre lui avait confiée. La 3e nuit, alors qu'elle priait à genoux, une voix familière et glaciale résonna dans son esprit. C'était Clara, ou du moins ce qu'il en restait, son timbre déformé par une malice inhumaine. « Tu crois pouvoir nous défier, Amélie ? Même ce vieillard ne peut te sauver. Tu es nôtre, pour l'éternité. » Mais cette fois, une étincelle de défi s'alluma en elle. Sa voix, tremblante mais résolue, répondit dans l'obscurité, « Non. Vous m'avez manipulé, mais je vais reprendre ce qui m'appartient. » Ces mots, bien que faibles, marquaient une rupture. Pour la première fois, Amélie refusait de plier. Le jour du rituel arriva. Amélie se présenta à l'église, épuisée mais déterminée, son corps affaibli par le jeûne mais son esprit affûté par une volonté nouvelle. Le père Thomas, flanqué de 2 autres membres du clergé, l'attendait dans une chapelle isolée. Ils formèrent un cercle autour d'elle, l'aspergeant d'eau bénite tout en entamant des prières gutturales en latin. Presque instantanément, l'atmosphère changea. Un froid mordant envahit la pièce, et une odeur âcre, comme celle de la cendre humide, satura l'air. Les ombres sur les murs se mirent à danser, prenant des formes grotesques, et des voix grondantes éclatèrent, un chaos de hurlements inhumains. Le carnet noir, posé sur un autel improvisé, se mit à trembler, puis à fumer sans flamme, exsudant une brume opaque et suffocante. Amélie sentit une force invisible compresser sa poitrine, comme si des mains spectrales cherchaient à l'étouffer. Elle se tordait de douleur, mais s'accrochait aux prières, répétant inlassablement, « Je renonce à ce pacte. Je renonce aux ténèbres. Je demande pardon. » Les heures s'étirèrent, chaque minute une bataille contre l'invisible. Les prêtres, inébranlables, intensifièrent leurs incantations, leur voix s'élevant au-dessus du tumulte. Soudain, un éclat de lumière aveuglante déchira l'obscurité. Un cri perçant, comme le déchirement d'un tissu cosmique, résonna dans la chapelle. Les ombres s'évanouirent, la fumée se dissipa, et le carnet noir se réduisit en un tas de cendres grises. Amélie s'effondra, vidée de toute énergie, mais libérée d'un poids qui l'avait écrasée pendant des mois. Le père Thomas, le visage marqué par l'épuisement, posa une main sur son épaule. « Tu as survécu à cette épreuve, Amélie, » murmura-t-il. « Mais ta rédemption ne s'arrête pas ici.
Tu devras reconstruire ta vie, être honnête avec toi-même et les autres, et rester à jamais éloigné des ombres. Amélie, les joues baignées de larmes, acquiesça. Pour la première fois depuis ce pacte funeste, elle ressentait une légèreté, comme si un fardeau colossal s'était envolé. Pourtant, elle savait que la liberté avait un prix. Elle quitta l'église, la croix toujours serrée dans sa main, consciente que le véritable combat commençait maintenant, celui de réparer les ruines de sa vie. Les visions nocturnes avaient cessé, mais les cicatrices de ses choix restaient gravées dans son âme, et le chemin vers la guérison s'annonçait long et tortueux. Libérée du joug du pacte, Amélie portait encore les stigmates d'une vie brisée. Bien que les cauchemars s'étaient tus, un vide béant persistait dans son cœur. Sans argent, sans études, et avec une réputation ternie, elle devait désormais affronter les décombres de ses choix. Le chemin vers une vie ordinaire semblait hérissé d'obstacles, mais elle s'y engagea avec une détermination fragile, guidée par les paroles du père Thomas, la rédemption passait par l'honnêteté et un labeur sincère. Amélie commença par abandonner l'appartement luxueux qu'elle ne pouvait plus financer. Elle retourna chez ses parents, un retour teinté d'humiliation mais inévitable. L'accueil fut glacial. Sa mère, les yeux rougis par les larmes, lui reprocha ses errances des derniers mois, tandis que son père, distant, lui fit comprendre qu'elle devrait prouver sa volonté de changer. Ces mots, bien que durs, ranimèrent en elle une lueur d'espoir. Sa famille, malgré sa déception, ne l'avait pas totalement reniée. Pour subvenir à ses besoins, Amélie décrocha un emploi modeste dans une petite boutique de vêtements. Plier des étoffes et servir des clients était un contraste brutal avec son passé d'excès, mais elle s'y accrocha. Chaque jour, elle économisait, résistant à la tentation de renouer avec ses anciennes habitudes. Elle tenta aussi de renouer avec Sarah et Léa, ses anciennes confidentes. Elle leur envoya des messages, des lettres empreintes de regrets, mais les réponses ne vinrent pas. Lors d'une rencontre fortuite à l'université, leurs regards fuyants confirmèrent ce qu'elle redoutait. La confiance brisée ne se répare pas d'un claquement de doigts. Un soir, rassemblant son courage, Amélie se rendit chez Léa pour s'expliquer. À la porte, elle bafouilla, « Léa, je suis désolée pour tout. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je regrette chaque erreur. » Léa, hésitante, la fixa longuement avant de répondre, « Tu nous as trahis, Amélie. Tu as voulu nous entraîner dans quelque chose de terrifiant. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance à nouveau ?» Les mots étaient acérés, mais avant qu'Amélie ne parte, Léa ajouta doucement, « Peut-être qu'avec le temps, les choses évolueront. Mais pas maintenant. » Cette bribe d'espoir, aussi ténue soit-elle, donna à Amélie la force de persévérer. Elle continua à se confier au père Thomas, qui devint son ancre spirituelle. Il lui recommanda des lectures sur le pardon et la résilience, et l'encouragea à s'investir dans des œuvres altruistes. Amélie s'engagea alors dans un refuge pour sans-abri, où elle distribuait des repas et écoutait les récits des plus démunis. Ces moments, loin des fastes d'antan, lui révélèrent que la souffrance n'était pas son fardeau exclusif. Chaque histoire partagée au refuge était un miroir de ses propres luttes, et elle y puisa un sens nouveau. La rédemption passait aussi par l'aide aux autres. Un soir, alors qu'elle rangeait des tables au refuge, une femme âgée s'approcha et murmura, « Tu portes une lumière, ma petite. Ne l'oublie jamais. » Ces mots simples touchèrent Amélie au plus profond. Elle comprit que, malgré ses erreurs, sa vie pouvait encore avoir une valeur. Cependant, un ultime défi l'attendait, se pardonner à elle-même. La honte et la culpabilité restaient ses juges les plus implacables. Chaque nuit, même sans cauchemar, elle se réveillait en se demandant si elle méritait vraiment une seconde chance. Un dimanche matin, elle retourna à l'église où tout avait changé. Le père Thomas l'accueillit avec son habituel sourire bienveillant. « Tu as parcouru un long chemin, Amélie, » dit-il en l'invitant à s'asseoir dans un coin paisible. « Mais je vois que tu portes encore un poids. » Les larmes aux yeux, elle confessa, « J'ai détruit tant de choses aux mes amitiés, ma famille, ma propre dignité. Comment puis-je avancer avec cette honte ?» Le prêtre posa une main ferme sur son épaule. « Le pardon ne vient pas seulement des autres. Il doit naître en toi. Tu as reconnu tes fautes, tu as œuvré pour te racheter, et tu as choisi une autre voie. Accepte maintenant que nul n'est parfait. Ton passé peut devenir une leçon, pour toi et pour ceux que tu aideras. » Ces paroles s'enracinèrent en elle, mais l'acceptation ne fut pas immédiate. Amélie commença à tenir un journal, y consignant ses pensées, ses doutes et ses espoirs. Cet exercice devint une libération, un moyen de dénouer la culpabilité qui l'entravait. Elle rédigea aussi des lettres à Sarah et Léa, où elle exprimait tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire de vive voix. Bien qu'elle ne les envoyât pas, ces mots couchés sur papier allégèrent son fardeau. Peu à peu, elle se mit à partager son histoire dans des écoles locales, lors de conférences modestes. Sans mentionner les aspects surnaturels, elle racontait comment la quête de l'argent facile l'avait brisée, et comment elle s'était reconstruite. Ces témoignages, bien que douloureux, lui apportaient une paix croissante. Un jour,
Alors qu'elle se promenait dans un parc après une conférence, elle aperçut Sarah et Léa au loin. Hésitante, elle s'approcha. À sa surprise, elles vinrent à sa rencontre. « On a entendu parler de tes interventions », dit Sarah, un sourire timide aux lèvres. « On voit que tu changes, Amélie. On est fiers de toi. » Ces mots, simples mais sincères, firent monter les larmes aux yeux d'Amélie. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais un premier pas, un signe que le temps pourrait panser les blessures. À partir de ce moment, Amélie fit un serment à elle-même, vivre dans la vérité, rejeter les raccourcis illusoires, et transmettre son expérience pour épargner à d'autres ses erreurs. Les nuits devinrent paisibles, et la petite croix du père Thomas, qu'elle gardait précieusement, devint le symbole de sa lutte et de sa victoire. Elle comprit que la vie n'était pas un chemin linéaire, mais un sentier sinueux, fait de chutes et de relèvements. La leçon était claire, l'argent facile pouvait tout ravager, mais le véritable trésor résidait dans les liens authentiques, l'honnêteté, et la sérénité intérieure.